Alors, bon matin. On va discuter aujourd'hui sur la troisième articulation dans la rédaction des contrats miniers. On a vu comme première articulation, comme première partie de la structure, on a vu le cadre institutionnel. On a aussi vu comme seconde articulation le cadre économique et financier. Et aujourd'hui, on va voir le cadre juridique en analysant le contrat d'État, qu'il soit minier, pétrolier ou gazier. Alors, commençons par décliner le plan du cours. Alors, le cours va s'articuler autour de deux parties. La première partie va présenter la notion de contrat d'État en analysant deux points. Le premier sera consacré à la définition de ce concept fondamental. Et ensuite, on va étudier les formes de contrat d'État. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser au régime juridique du contrat d'État en analysant trois points, entre autres, la nature juridique du contrat d'État, le droit applicable au contrat d'État et les fonctions du contrat d'État. Alors, tel est le plan que nous allons adopter. Alors, à titre d'introduction, j'ai choisi d'introduire avec le document de Charles Leben que je vous ai fait suivre. Charles Leben, qui est l'un des meilleurs, vraiment l'un des meilleurs auteurs doctrinaires en matière de droit international de l'investissement. C'est mon préféré. Alors, il a fait justement un article de 10 pages sur l'évolution de la notion de contrat d'État. Alors, il résume un peu son article à travers ce paragraphe, ce résumé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À l'opposé des contrats administratifs, à l'opposé des contrats administratifs qui sont marqués par la prééminence de la partie étatique, les contrats d'État se caractérisent par la volonté d'établir, autant que faire se peut, une égalité entre l'État et son partenaire étranger. Alors, donc, la première remarque dans sa tentative de présenter, de définir la notion de contrat d'État, c'est de mettre en évidence, d'une part, la domination, la suprématie de l'État lorsqu'il est contractant, et notamment dans les contrats administratifs, les prérogatives qui sont liées à la puissance publique, les prérogatives liées à la puissance publique vont se manifester lorsque l'État contracte aussi. Mais dans le cadre particulier des contrats d'État, on va essayer de cantonner cette toute-puissance de l'État pour essayer autant que faire se peut d'établir une égalité entre l'État souverain contractant et l'investisseur étranger. Alors, la recherche de cette égalité, donc, qui va
aboutir à la notion de contrat d'État. Alors, donc, cette égalité entre l'État et le co-contractant privé n'est possible que si le contrat échappe à l'ordre juridique de l'État contractant et à ses tribunaux. Alors, théoriquement, on ne peut avoir d'égalité entre les parties, entre l'État et son partenaire économique et commercial, privé, international, que si on sort le contrat de l'ordre juridique interne de l'État. Alors, l'analyse montre que c'est l'État en tant que personne sujet de droit international qui s'engage dans un contrat et il le fait dans le cadre des relations internationales, à l'ordre juridique plutôt international, non pas dans son ordre juridique interne. Donc voilà comment Le Ben résume l'évolution de la notion du contrat d'État. Il nous dit, il glisse un mot sur le droit applicable, qui peut être international, on peut y appliquer les principes généraux des droits, mais nous y reviendrons. On peut aussi appliquer le droit de l'État contractant, c'est-à-dire le droit national. Généralement, le règlement des litiges est confié à des instances arbitrales internationales, notamment le CIRDI. Alors là, il faut noter, essayons de mettre la notion de contrat d'État dans son contexte de politique internationale. Alors, le contrat d'État souvent joue un rôle très important dans les pays en développement commun. Le mode d'accès courant de l'investissement direct étranger est la conclusion d'un accord d'investissement avec l'État. Alors, pour venir investir dans un pays, on conclut avec cet État un accord d'investissement. Donc, le contrat d'État va jouer un rôle majeur dans le processus d'investissement. C'est un outil, c'est un véhicule à travers lequel on vient investir dans un pays. C'est peut-être l'instrument privilégié d'investissement, le cadre contractuel privilégié par lequel on vient investir dans un pays. Et notamment dans les pays en développement qui sont riches en ressources naturelles. Donc, c'est le véhicule idéal par lequel les investisseurs internationaux viennent s'installer pour exploiter les sous-sols africains. Et par le biais de ce véhicule contractuel, il devrait en retour garantir ou assurer le bien-être économique et social des populations. Donc, on va rencontrer ce type de contrat dans des secteurs stratégiques des économies africaines tels que le secteur du pétrole ou le secteur des mines. Et on va remarquer que les sociétés nationales pétrolières ou minières vont signer des contrats avec les multinationales étrangères. Donc, ce type de contrat va jouer un rôle, comme on l'a dit, important dans le développement des pays miniers africains. Donc, la présence, elle va accompagner, le contrat d'État va accompagner juridiquement la présence de l'investisseur étranger dans les pays en développement, et notamment les pays miniers africains qui sont riches en ressources.
Alors donc, on va donc localiser ce type de contrat généralement dans les secteurs stratégiques des économies africaines. Alors, ces contrats, à un moment donné, ont été appelés des accords de- de concession ou de développement. Parce que ces secteurs sont stratégiques parce qu'ils fournissent généralement une bonne part des recettes de l'État, des revenus de l'État. Et donc, ces secteurs sont des secteurs qui sont naturellement, compte tenu de leur importance pour les économies, compte tenu de leur caractère stratégique, ces secteurs sont contrôlés par l'État. Alors, de sorte que pour pénétrer dans ce secteur, il faut signer des contrats avec l'État ou avec un organisme public qui agit au nom pour le compte de l'État. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction. On s'est quand même, on a cherché à s'intéresser aux origines du contrat d'État. Mais d'où vient le contrat d'État? Qui a créé la notion de contrat d'État? Alors, tout de suite, la notion de contrat d'État est une création doctrinale. Ce sont des auteurs qui ont créé de toutes pièces cette notion. Et pourquoi? Donc, on est en présence d'une notion qui est inventée par la doctrine, par les auteurs, pour rendre compte, dans le monde du droit, d'une certaine pratique d'affaires. Donc, on est parti d'une réalité, les auteurs sont partis d'une réalité, d'une manière de faire, de comment les États commercent ou signent des accords d'investissement pour élaborer cette catégorie juridique. Pardon. Alors, pourquoi, et c'est ça la question, pourquoi ces auteurs voulaient-ils une catégorie, créer, créer une catégorie à part? Pourquoi ces contrats ne pouvaient-ils pas demeurer dans les catégories usuelles, traditionnelles des contrats internationaux? Pourquoi fallait-il créer une catégorie spécifique qu'on allait appeler le contrat d'État? Donc, le contrat d'État, c'est déjà un contrat qui est conclu entre l'État et une entreprise privée étrangère en vue de réaliser un projet extractif. Donc, l'une des premières choses qu'on va relever ici, c'est que l'État va contracter avec un partenaire privé dans un secteur stratégique. Ça, c'est la première chose qui va faire en sorte qu'on va essayer de séparer les contrats signés par l'État dans les secteurs aussi stratégiques des autres contrats qu'il peut signer avec d'autres partenaires internationaux. Donc, le contrat d'État va d'abord se caractériser par sa dimension stratégique. Le contrat d'État est un contrat stratégique. Le contrat d'État n'est pas un contrat administratif. Et la notion a été inventée précisément pour rendre compte d'un type de relation contractuelle qui présente des traits qui lui sont propres. Voilà. On sait avec la théorie des contrats administratifs que l'État peut conclure
des contrats. Mais dans le cadre des contrats administratifs, il y a la notion de puissance publique qui permet à l'État de faire ce qu'il veut. Or, pour ces contrats internationaux, comme on a dit, on n'a pas voulu que l'État fasse comme il veut. On a voulu neutraliser la toute-puissance de l'État. On a voulu instaurer une certaine égalité entre les parties co-contractantes. Donc, on a voulu faire un distinguo entre les contrats, la théorie des contrats, et la situation où l'État va contracter avec un privé à égalité. Alors qu'en droit interne, lorsque l'État contracte, il est investi de la puissance publique. Il n'y a pas d'égalité. Donc, la notion de contrat d'État vient essayer de sortir ce type de relation contractuelle dans lequel l'État est engagé avec des partenaires étrangers dans les secteurs stratégiques. On vient le sortir de notre théorie classique des contrats administratifs. Donc, c'est la principale raison pour laquelle on va créer cette notion de contrat d'État. Alors donc, c'est un contrat qui va présenter des traits qui lui sont propres, notamment le refus de prééminence de l'État, ou du moins son atténuation, la clause compromissoire qui permet de confier le règlement des différends à un ordre juridique étranger, la clause de stabilisation qui va neutraliser le pouvoir normatif de l'État, on en a discuté, la clause du droit applicable qui va parfois renvoyer à l'application du droit international ou aux principes généraux de droit. Donc, en quelque sorte, à partir de ces éléments caractéristiques, on voit tout de suite que le premier signe distinctif du contrat d'État, c'est que c'est un contrat dans lequel l'État est à égalité avec la partie contractante privée. Alors, Charles Le Pen va nous dire que c'est précisément à propos des contrats d'investissement. Et comme on le dit, généralement, le, la multinationale minière, l'investisseur étranger, lorsqu'il vient, c'est pour investir. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'investissement. Donc, c'est une notion qui s'est développée avec l'investissement. Elle est consubstantielle à la pratique d'investissement. Donc, on doit situer en principe le contrat d'État dans le droit international de l'investissement. Donc, il dit que c'est bien à propos des investissements que cette notion est devenue familière, et en particulier des investissements dans le secteur pétrolier. Donc, ces auteurs, ces doctrinaires, ont pensé que compte tenu de l'importance, on l'a dit, ce type de contrat est doublement important. Premièrement, parce que ça concerne des secteurs stratégiques de l'économie des pays, ça c'est bien. Deuxièmement, parce que ça met en relation les États. Troisièmement, ces contrats sont importants parce qu'ils doivent contribuer au développement
du pays ou de l'investissement. Donc, les auteurs vont penser que, compte tenu de leur importance ou de leur finalité qu'on a dégagée tantôt, ces contrats devaient avoir une nature spécifique différente de notre théorie classique du contrat administratif. Alors, donc, il s'agit de ce qu'on a appelé dans les années 1960-1970, au lendemain des indépendances africaines, dans la première décennie, les accords de développement économique. Alors, on a eu une discussion, une très grande discussion avec une promotion qui vous a précédé, Stanislas Melonnet. Et là, on a étudié le contrat du siècle. Le contrat du siècle, c'est le contrat qui est intervenu entre la Chine et la RDC pour exploiter les minerais. Et on a eu, je pense, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, où on a quand même fait un compte rendu de nos discussions. Et puis, il y avait un véritable casse-tête sur la définition, ou plutôt la détermination de la nature juridique de ce contrat. Vraiment, on s'est battu, on a opposé au moins 5 thèses sur la nature juridique de ce contrat. Et ce contrat, je crois, il était intitulé contrat de collaboration peut-être économique ou quelque chose comme ça. Mais il y a au moins 5 thèses qui s'affrontaient pour essayer de déterminer quelle était la véritable nature, au-delà du titre que les parties ont donné au contrat du siècle. La détermination de sa nature juridique réelle a donné lieu à une grosse controverse. Et l'une des thèses qui était avancée, c'était celle de développement économique. Alors, ce type d'accord était déjà pratiqué en 1960, donc avec les indépendances. Et on va retrouver cette idée en 2011 à RDC, la signature des accords de développement via ce type de contrat. Donc le titre même est évocateur, développement économique, accord de développement économique. Donc le contrat d'État est un accord de développement économique. Donc l'État va signer un contrat avec des investisseurs privés pour développer économiquement son pays. Donc c'est une notion qui va renvoyer à des contrats d'investissement dans lesquels des obligations spéciales pèsent sur l'entreprise étrangère qui participe au développement de l'état d'accueil. On l'a dit dans le titre même de ce type d'accord, accord de développement économique. Le titre est révélateur. L'objectif apparaît dans le titre même de l'accord. Accord consacré au développement économique. Et l'une des principales obligations qui va peser sur l'investisseur étranger, c'est qu'il participe, c'est qu'il contribue significativement au développement économique de l'État ou de l'investissement. Alors, lorsqu'il débarque à Cotonou, lorsque l'investisseur étranger débarque à Cotonou, c'est pour développer le Bénin. Et ça passe par la construction des routes, les voies ferrées,
les écoles, les hôpitaux, etc. Voilà le but de ces accords ou de ce type de contrat. Alors, en droit international des investissements, la notion d'investissement a été beaucoup discutée, et même devant les tribunaux. La tendance, lorsqu'il a fallu dégager les critères de définition de la notion d'investissement, le débat s'est porté sur l'un des critères qui est la contribution au développement. Et là-dessus, les tribunaux arbitraux ont rejeté ce critère. Il y a une seule jurisprudence, marocaine d'ailleurs, l'affaire Salini, qui a reconnu comme quatrième critère de l'investissement la contribution au développement. Mais voyez-vous que cette question, le débat sur la contribution au développement va, ce débat, on va le retrouver cette fois-ci, maintenant dans un type particulier d'accord. Quand bien même les tribunaux ne reconnaissaient pas le critère de développement économique comme un critère de définition de la notion d'investissement, il n'en demeure pas moins que cet élément fondamental pour les pays en développement allait faire l'objet d'un accord spécifique. Question, on n'était qu'à l'introduction. Any query? Pas de question. Alors, cette introduction nous a certainement permis de définir le concept. Alors, on peut rappeler que le contrat d'État est un contrat conclu entre l'État souverain de la RDC et des entreprises chinoises dans le cadre du contrat du siècle, par exemple. Ou le contrat conclu entre le Bénin et une ou des entreprises pétrolières chinoises pour transporter le pétrole nigérien. Voilà un contrat d'État. Donc, un contrat d'État est un accord juridique entre un État et une entité privée, généralement étrangère, concernant une opération économique internationale. On l'a dit, il se distingue du contrat administratif qui est marqué par la prééminence et de la puissance publique. Donc, il va se distinguer de ce type de contrat, le contrat administratif. Il va plutôt s'apparenter à un contrat internationalisé. Alors, c'est un contrat, c'est manifestement un contrat international. Pourquoi? Ben, quand on voit déjà les parties, on a un État et de l'autre côté, on a une entreprise
qui a une nationalité différente, une entreprise de nationalité étrangère. Donc, on a au moins 2 États qui sont dans l'opération. Donc, il y a déjà un élément d'extranéité. Alors donc, c'est un contrat internationalisé car il met en relation un État et un particulier étranger. Donc, si vous voulez, il met en relation au moins 2 États. Et si vous voyez dans la pratique des affaires, alors si on prend même le cas de la RDC, on est en train de voir les États-Unis, le président américain qui a pris tous les devants pour signer des accords avec la RDC afin de faciliter l'entrée des multinationales minières américaines. C'est ce qui risque de se passer en RDC là. Donc on voit tout de suite que ces 2 États, et puis après on va voir telle compagnie, mining quoi, américaine qui vont s'installer partout là-bas à Lumumbashi, partout. Mais en amont, c'est le président américain lui-même et son administration qui vont négocier avec le président de la RDC et son administration. On les a vus. Donc, manifestement, c'est 2 pays qui sont concernés. Quand bien même, les accords seront signés par telle multinationale et le gouvernement, on sait bien que, et c'est clair, que c'est les États-Unis qui sont derrière. On l'a vu aussi l'autre jour, le président américain, toujours dans sa guerre, des tarifs avec la Chine. Alors la Chine a annulé, suspendu l'achat de peut-être 100 avions Boeing. Elle a interdit qu'on ne commande plus de Boeing en Chine. Et c'est un gros marché pour les Américains, une grosse perte. Qu'est-ce que le président américain a fait? Il s'est tourné dans le Moyen-Orient, quand il est allé au Qatar récemment, et en Arabie Saoudite. Et là-bas, il est allé avec le PDG de Boeing qui a signé des accords de vente ou d'achat de 90 appareils, si vous voulez. C'est lui-même. Il est allé avec ce PDG dans son avion. Donc, en marge de la rencontre avec le souverain du Qatar, on signe des accords pour Boeing, pour vendre des avions. Parce que le marché chinois est fermé, il faut trouver d'autres marchés. Donc, c'est le président lui-même qui va vendre. Donc, c'est véritablement un contrat qui met en relation 2 pays, 2 États. Pas seulement un État et un particulier, mais en réalité, c'est 2 États. Et c'est donc tout à fait normal que le but soit d'établir une égalité entre les États. Alors, même si c'est Donald Trump qui va accompagner le directeur de Boeing, et que ce n'est pas Donald Trump qui va signer ou son ministre des Affaires étrangères qui va signer le contrat avec Boeing, il fait tout le travail de négociation et puis la signature, ce sera entre le Qatar et le directeur de Boeing. C'est pour ça qu'on peut voir ici
que c'est un contrat internationalisé quand il met en relation un État et un particulier étranger, le Qatar et le directeur de Boeing. Alors qu'en réalité, on voit bien qu'il s'agit de deux États. Et c'est pour cela que la Chine, quand elle va faire ses représailles aux Américains, va interdire à ces entreprises qui achètent des appareils Boeing, elle va leur interdire d'acheter des Boeing. Donc c'est tout à fait logique, en présentant les choses ainsi, qu'on arrive à la conclusion d'une égalité juridique entre les parties, parce qu'au fond, ces deux États. Il serait difficile, dans le cadre de négociations de deux États, que un ait ou juste des prérogatives de puissance publique sur un autre État. La réalité est souvent l'égalité entre les États. Question? Alors, quelles sont les formes du contrat? Alors ça, cette partie nous intéresse parce que c'est une question d'examen. La typologie que je vous ai demandé dans le devoir que vous m'avez tous remis, ou presque, j'ai pas vu le travail de Norbert, par exemple. C'est vrai, prof. Vous avez raison. Je n'ai pas encore finalisé. Puis-je demander jusqu'à demain, dimanche? D'accord. Donc, Merci. alors, c'est à dessein que je vous ai donné ce travail, parce que ben, je crois que c'est le cœur même de la question de l'analyse des contrats. Il y a la typologie, il faut connaître les contrats qui sont à l'œuvre dans le secteur extractif. C'est important de les connaître. Maintenant, il y a toutes les questions qu'on peut analyser. On peut analyser toutes les questions sur la nature juridique, sur le régime juridique, sur toutes les problématiques de déséquilibre, etc. Mais il est important de connaître ces contrats. Lorsqu'on parle de contrats miniers, pétroliers, de quoi parle-t-on? Quels sont les principaux contrats qui sont à l'œuvre dans les secteurs miniers africains? Quels sont les contrats qu'on signe en Afrique? Voilà la question. Quelle est la typologie des contrats à l'œuvre sur le continent africain? Donc, quand les investisseurs là viennent, qu'est-ce qu'ils signent? Quel est le contrat que les Chinois ont signé avec les autorités béninoises pour transporter le pétrole du Niger? C'est quel type de contrat? Où est-ce qu'on classe le contrat du siècle dans la typologie des contrats miniers en Afrique? Alors, c'est pourquoi je vous ai demandé je vous ai demandé cet exercice. C'était juste que vous preniez de l'avance, que nous puissions en discuter. Alors, effectivement, je crois l'avoir lu dans l'article je pense l'avoir lu, mais ça date déjà quand même, l'article de Thierry Loriol sur la notion de contrat. Mais vous voyez,
j'ai lu effectivement, j'ai lu le travail de Thierry Loriol, j'ai lu son livre, son ouvrage, et l'une des problématiques, justement, avec l'une des problématiques, l'un des problèmes qu'on va rencontrer avec ce genre d'auteur-là, c'est que l'analyse doit se limiter au, au droit existant. L'analyse des auteurs occidentaux, si vous voulez, ne va pas aller toucher aux problèmes qui se posent autour de la gouvernance minière ou des contrats miniers. Donc cet auteur ne vous dira jamais, n'analysera jamais le problème de la lésion des États africains. Il n'analysera jamais ou difficilement l'incidence de ces contrats sur le développement, l'importance de ces contrats pour le développement des pays africains. Il ne touchera difficilement la responsabilité des multinationales dans la malgouvernance minière sur le continent. Donc, on a, dans les travaux de ce type d'auteur, au plan juridique, on a l'analyse des règles juridiques, mais on passe à côté des problèmes politiques, économiques et sociaux qui s'opposent en matière de gouvernance minière. Donc, de mon point de vue, leurs travaux sont insuffisants. Bien. Donc, j'ai lu effectivement la classification proposée par Thierry Loriol. Alors, l'autre jour, il y a eu un problème dans l'affaire Sundance Resources, une société australienne, qui avait un contrat d'exploitation de fer avec l'État du Cameroun. Et puis, on leur a donné le contrat, mais manifestement, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Et l'État a repris le contrat qu'il a confié aux Chinois. Et Sundance a donc attrait le Cameroun. Je crois qu'ils sont devant le truc d'arbitrage de Paris. On a attrait le Cameroun là-bas. Et puis, on lui a demandé beaucoup de milliards. Alors, le problème qui était ici, c'est qu'on a confié la défense du Cameroun à Thierry Loriol, l'auteur de cet article. Et il y a le vice-ministre de la Justice, je l'appelle, qui est un avocat. Et le ministre titulaire, il était malade, il était en Europe là-bas pour se soigner. Et puis le vice-ministre qui est avocat a écrit à la présidence de la République pour dire que, mais pourquoi on confie ce dossier à cet expert français alors que les nationaux peuvent gérer le dossier? Et l'affaire a fait grand bruit. Alors la présidence de la République
avait déjà son choix, c'était Thierry Lauriol. C'était le choix de la présidence. Alors, est-ce que c'est des gens qui traitent ensemble depuis? Est-ce que c'est un marché qui est réservé aux Français? I don't know. Quoi qu'il en soit, il y a eu une grosse controverse là-dessus. Et naturellement, j'ai intervenu dans la controverse pour dire que, mais écoutez, le Cameroun a d'excellents juristes. Et puis, au lieu de confier cette affaire de beaucoup de milliards à ce professeur français-là, on aurait dû confier le dossier au professeur Jean-Claude Nintelem, qui est un excellent juriste et qui ne coûterait pas beaucoup d'argent comme celui-là. Donc, comme quoi, c'est un gaspillage d'argent alors qu'on a la ressource humaine. Effectivement, je pense qu'il y a des spécialistes au Cameroun qui pouvaient défendre l'État du Cameroun. Bien. Alors, donc, ce spécialiste nous propose cette classification, ce qui ressort un peu de son ouvrage. On a... Alors, la classification va en quelque sorte obéir aux différentes opérations extractives, ou les phases, si vous voulez. Donc, on a un contrat sur la prospection, on a un contrat sur l'exploitation, on a un contrat pour la recherche, mais on aura aussi, en matière de gouvernance, un contrat sur comment on répartit le business, donc partage de production, mais aussi la joint venture, comment ensemble on va créer la structure qui va exploiter la ressource. Donc, on voit au niveau des opérations, on a au moins 3 contrats. La prospection, la recherche, l'exploitation. Et en matière de gouvernance, on a au moins deux contrats sur les modalités de partage et la mise sur pied de la structure qui va piloter, exécuter, réaliser le projet extractif. Mais je crois qu'il faudrait ajouter ici on devrait ajouter ici, j'essaye de l'ajouter, la concession. Qu'on devrait rattacher à la gouvernance. Donc voilà les types de contrats les plus usuels qu'on va retrouver dans les secteurs miniers africains. Enikweri, question? Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Cléophas, Oui. bonjour à toute la classe. Bonjour. Bonjour. Ok, j'ai vu comme j'ai fait mon TP hier sur la typologie des contrats, en voulant un peu appliquer avec la législation congolaise en matière minière.
je suis tombé un peu sur cette spécificité-là. Déjà que ici au Congo, on a 2 codes séparés. On a une loi qui porte le régime général des hydrocarbures, qui est tout à fait à part. Tout Et à puis, fait. on a un code minier et qui réglemente, qui régit le secteur des mines, Tout à fait. tout à fait à part également. Et donc, partant de cette spécification de 2 lois qui gèrent un secteur ou ailleurs dans d'autres pays, une seule loi pilote les deux. Euh, Ici, en matière minière, le code minier ne reconnaît pas le contrat de prospection ou bien l'autorisation de prospection. En RDC, on a un permis de recherche et un permis d'exploitation. Après, bon, dans le permis d'exploitation, vous allez trouver également la joint venture, vous allez trouver la question de la concession, ainsi de suite. Par contre, le régime général des hydrocarbures, quant à lui, reconnaît la prospection. Voilà, reconnaît la prospection, c'est eux qui délivrent une autorisation de prospection pour le secteur pétrolier particulièrement. Pour le secteur pétrolier particulièrement. Donc, c'est là, en voulant appliquer le TP avec notre législation nationale en RDC, c'est la spécificité que j'ai pu dégager hier. Donc, en gros, c'est ça. Donc, après, j'ai vu dans votre support de cours, d'ailleurs, quand nous avons, docteur, il y a aussi le contrat de service Tout à fait. voilà, qui est Tout à plutôt fait. opérant dans le secteur pétrolier, mais pas le secteur minier. Au contrat de service, oui. Donc, bah, voilà, en gros, jusque-là, ça va, hein, à mon avis. Merci. Très bien. Alors, il me semble que, voilà. Donc, c'est à peu près l'ensemble de ces contrats qu'on va retrouver. Qu'on va retrouver à l'œuvre dans nos pays. Alors, on va faire un petit distinguo entre les contrats extractifs principaux qu'on a listés là, le contrat de service, la concession, la joint venture, le contrat de recherche et de partage de production, le contrat d'exploitation, la prospection. Donc, on va les appeler les principaux contrats, si vous voulez. Et puis, il y a des contrats accessoires qui ne sont pas, à proprement parler, des contrats extractifs. Ils sont accessoires à l'activité minière. Donc, c'est un ensemble de petits contrats, de petites opérations qui peuvent contribuer aux opérations extractives. Donc, ce sont des activités secondaires qui visent à faciliter l'extraction, mais qui n'ont pas la même nature que le contrat d'État. Donc, on va voir, il y a des petits contrats tout, contrat d'achat de ceci, contrat de cela, mais les principaux contrats, c'est ce que nous avons nommé là. Alors, le contrat de partage de production, vous l'avez vu, et c'est un contrat qui est très à la mode. Bon, on va commencer peut-être par la mode et on va finir par le démoder. Alors, ce qui est à la mode, c'est le contrat de partage de production. Donc, c'est un accord de volonté conclu entre l'État et l'exploitant minier étranger par lequel
Alors, l'exploitant s'engage à réaliser pour le nom et pour le compte de l'État des activités sur une durée donnée, 20, 25 ans, 50 ans, à ses risques et frais financiers et techniques exclusifs. Donc, il met son argent, il met son matériel, sa technologie pour les opérations extractives. Il fait toute la job. Et en retour, on lui donne les titres miniers pour opérer. Il reçoit donc comme salaire, comme rémunération, une partie de la production. On va dire 50-50. Tu mets ton argent, tu mets ta technologie, tu extrais la ressource et quand elle sort, on partage moitié-moitié. Donc voilà un peu l'idée. Bon, je dis moitié-moitié, mais il peut s'en 3/4, 1/4, whatever. Donc l'idée, c'est que lui, il est payé, il se fait Oh, l'exploitant. Oui. je crois que le terme gagnant-gagnant serait approprié, hein, que moitié-moitié. Parce que c'est généralement pas en tout cas la moitié, hein, loin de là. Donc, ça tourne autour d'un tiers Ben de la oui, production. mais les populations, si tu veux pas, si tu veux que le public soit tranquille avec toi, tu négocies 50-50. Voilà. 50, ça allait dépasser. Hein? Les populations aiment bien savoir que non, on a eu 50% dans l'affaire. Euh, Généralement, ils font pas attention. Tu peux avoir 50% de zéro, c'est zéro, hein. Mais quand tu as 30% de 1000 francs, c'est quelque chose. C'est pourquoi en cette matière, la communication est très importante. Oui, Il faut parler au public. Hein. Au public, il faut lui parler, il faut leur dire que non, ben vraiment, on a signé un contrat. On fait là. Un peu comme Trump. Trump, lui, ne signe que des choses extraordinaires. Et tu, oh, vraiment, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut communiquer. Il faut dire au public qu'on a fait vraiment les bons deals. oui. Ben, c'est ce qu'il faut. Il faut parler à la population. OK. Donc, alors c'est pour ça que ce contrat, vous voyez, il est, hein, il, 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 dans sa conception, même il semble être intéressant. Vous venez fourrer, vous venez creuser, vous sortez le truc, et puis on le vend et on a 50-50. Chacun est content dans son coin. Bon, la joint venture ou la co-entreprise, on l'a vu, c'est l'entreprise commune généralement. La société d'État va se mettre avec l'exploitant étranger pour créer une seule entreprise qui va exploiter. On se met ensemble. Alors, dans le cas du contrat du siècle, la GECAMIN, qui est la société d'État, s'est mise avec les sociétés chinoises, le consortium chinois, pour former une co-entreprise, une entreprise commune. Et alors, dans cette co-entreprise, la GECAMIN a amené les titres miniers. Vous voyez? Donc, les Chinois n'avaient plus besoin de se battre pour avoir des titres miniers. La GECAMIN amenait dans la co-entreprise son apport, c'est les titres miniers. Donc, elle amenait les titres miniers et elle amenait les gisements. Et puis, les Chinois amenaient la technologie. Ils amenaient la technologie et puis, ils allaient réaliser les infrastructures.
Alors, je ne sais pas si les photos que vous nous avez montrées l'autre jour, M. Konzi, est-ce que c'est les Chinois qui ont réalisé tout ça? Mais ce que je vous ai montré dernièrement, c'est plutôt la province, hein, le gouvernement provincial de Lui-même. Lualaba. Ouais, parce que, au fait, avec la décentralisation, Mhm. au fait, c'était carrément une régionalisation politique des provinces, hein, qui leur confère une certaine autonomie juridique, économique et financière. Mhm. Et donc, à cela, sur tout ce qui est revenu généré au niveau des provinces pour le compte du Trésor public national, il y a une quotité de rétrocession qui revient à la province. Mhm. Et il y a ça. Et puis, deuxièmement, il y a la quote-part des communautés locales sur le bénéfice des sociétés minières, qui fait également une cagnotte, hein, pour la province de Lualaba qui compte en ce moment les mastodontes minières du pays. Mhm. Et donc, c'est tout cela qui a donné de l'argent à la province. Ajouter à cela les retombées du contrat du siècle, hein, le contrat Sicomine, hein, qui a développé également des infrastructures, hein, une centrale hydroélectrique de plus de 270 mégawatts, hein, sauf erreur, euh, pour alimenter les mines dans la province. Mais le mérite de tout ce développement en termes d'infrastructures et autres, Lualaba revient plus au gouvernement provincial de Lualaba. La plupart des infrastructures ont été financées sur fonds propres de la province. C'est du bon boulot. C'est du bon Donc, boulot. ouais. Ouais. Et puis, autre chose qui a aidé également énormément au niveau de... Tout à l'heure, vous êtes passé vite sur les contrats annexes, les contrats connexes au Mhm. contrat minier, mais c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. C'est une des applications du Code minier de 2018. Alors, le gouvernement a fait une discrimination positive à ce niveau-là. La sous-traitance dans La le sous-traitance, oui. secteur minier est Mhm. exclusivement congolais. Mhm. Donc, des entreprises à capitaux congolais ou capitaux mixtes, mais à majorité congolaise. Donc, c'est eux qui font la sous-traitance, ce qui fait que la cagnotte des entreprises locales, hein, qui travaillent dans le secteur de mine avec les contrats annexes, fourniture de matériel, fourniture des équipements, les uniformes des ouvriers, Mhm. la chimie, hein, les produits chimiques, le carburant, tout ça maintenant sont fournis par les entreprises à capitaux National. majoritairement congolais, ce Mhm. qui a fait que les sous-traitants dans l'espace Grand Katanga, Lualaba ont pu capter 2 milliards de dollars en 2024. Donc, l'impact, il est plutôt direct un peu sur l'économie locale, quoi. L'activité des PME. Ouais. Ouais. Excellent. Donc, Enfin, bon, la joint venture, on l'a vu, elle a des avantages. Alors, on se partage les coûts et les risques, on échange les informations et les connaissances, on réalise des transferts de technologie, on construit des avantages concurrentiels fondés sur les complémentarités et les partenariats. Et tout ça nous permet parce qu'on est puissant, d'entrer rapidement on est compétitif, ça nous permet d'entrer rapidement sur le marché. Mais là encore, on l'a vu dans nos discussions que c'était très instable, très risqué, et puis le taux de divorce était très élevé.
avec ce modèle. Mais c'est un modèle qui, généralement, pour rafler le marché, c'est généralement ce modèle qui est opérant. Même si à la fin, ça finit souvent en queue de poisson. S'il vous plaît, prof, ce modèle-là, ça va avec des pays qui sont quand même assez organisés, où les entreprises publiques, les établissements publics que l'État crée, ils nomment des gens compétents, qui ont la compétence et l'expertise pour pouvoir aller dans des joint ventures pareilles avec les multinationales et tirer leur épingle du jeu. Généralement, c'est très difficile quand le Superman nomme des gens plutôt loyaux que des gens compétents. Ça pose généralement problème. Je crois que vous avez aussi eu vent, puisqu'il n'y a pas que Gécamine. Le Congo a plus d'une dizaine de sociétés minières publiques où l'État est. Voilà. Et toutes ces sociétés détiennent des dizaines de titres miniers. Je crois que vous avez eu vent de votre multinationale Barrick avec la mine de Kilomoto. Oui, Kilomoto, oui. Kibali Gold. Kibali Gold, c'est Barrick, en fait. Alors, ils sont allés en joint venture avec la Sokimo, SA, qui est une société d'État, mais spécialisée dans l'or. Et Sokimo détient plus de 80 titres miniers. Donc voilà. Après, ils sont en discussion. Sokimo essaie de céder une part de ses actions. Barrick s'oppose, mais Barrick, à son tour, cède ses parts d'actions allègrement de manière unilatérale, sans l'avis favorable de Sokimo. Et tout, au fait, il n'y a pas de commune mesure. Les multinationales sont dominants dans ce type d'association. Et surtout quand ils ont en face un comité de gestion qui n'est pas compétent. Ça leur laisse vraiment un boulevard pour faire tout ce qu'ils veulent. Gécamine, ils ont quand même des gens rodés et compétents, au-delà du fait de la corruption et autres, mais les gars, ils ont le métier, quoi. Donc voilà, sauf la corruption qui mine un peu les joint ventures et tout, et ils ferment les yeux sur la question de gestion au profit de leurs intérêts individuels, que ce qui devait plutôt revenir au trésor public congolais. Donc, la question de joint venture reste quand même un sérieux problème. Il faudrait que peut-être que nos États essaient de travailler au niveau de l'expertise, de la maîtrise technique et ainsi de suite pour qu'ils aient une bonne représentativité dans le management de la joint venture pour que les intérêts de l'État ou les intérêts nationaux soient sauvegardés. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Autre question, autre réaction? Alors, on a commencé par celle qui était à la mode, la joint venture. On a vu quand même que même si elle est à la mode, même si elle est très usitée, on a vu quand même qu'il y avait quand même des choses à revoir, notamment, comme il a dit, dans la représentation de l'État. La représentation de l'État. Alors, celle qui semble être démodée, c'est la concession. La concession qui est de loin historiquement, elle est de loin dévancière comme mode d'attribution, de l'exploitation minière. Alors, la concession,
c'est un titre minier qui est attribué par décret. Donc, c'est vraiment l'autorité administrative. C'est un acte administratif qui concède un périmètre pour être exploité par un exploitant étranger. Donc, il va lui conférer un droit d'exclusivité pour exploitation. Donc, l'acte administratif va indiquer qui est le bénéficiaire, la société qui est bénéficiaire. On va délimiter un périmètre, une superficie, une durée, mais les concessions, 50 ans, 99 ans, et puis le type de substances qui sont concernées par l'exploitation. Alors, généralement, on va ranger, bon, dans la catégorie des titres miniers, oui. Est-ce qu'on devrait ranger la concession dans la catégorie des contrats? La concession, est-ce que la concession est un contrat? Bon, vraiment, les juristes que vous êtes, vous allez dire non. Vous allez dire non, que ce n'est pas un contrat. Stricto sensu, ce n'est pas un contrat, mais l'idée ici, il y a quand même si c'est un acte qui va constater, il y a quand même un accord entre l'État et l'exploitant pour exploiter tel périmètre. Donc, à la base, il y a quand même un accord. C'est peut-être pour cela qu'on va ranger, lorsqu'on va parler des contrats, on pourra ranger la concession dans la catégorie des contrats, même si cette classification est critiquable. Mais elle a au moins elle a un intérêt. Elle a un intérêt parce qu'elle est fort ancienne. Elle a un intérêt parce qu'elle est très critiquée. Elle a un intérêt parce qu'elle est aujourd'hui un peu démodée. Et on va voir pourquoi. Alors, la concession est critiquée parce qu'elle va aligner une partie du territoire pendant une très longue durée. Ici, comme on disait, il faut communiquer avec la population. Il faut dire des choses comme Trump. Trump dit qu'il a fait un deal extraordinaire. Tous ces deals sont extraordinaires. Mais il est difficile, en matière de concession, de dire qu'on a fait un deal extraordinaire. C'est-à-dire qu'en donnant une partie du territoire à un individu pour 99 ans, dire à la population qu'on a fait un deal extraordinaire. Donc, ça dérange. Ça peut déranger les populations. De dire qu'on a aliéné, on a donné aux Américains, on va dire qu'on a donné aux Américains la province du Katanga. Vraiment, les Katangais ne seront pas heureux de savoir qu'on a donné aux Américains la province du Katanga pour 99 ans. Ah, ça là, la première année, ils vont laisser tomber, la deuxième année, la troisième année, 5 ans. Après 5 ans, les problèmes vont commencer. On va dire qu'on a vendu le pays. Alors, j'ai vu un titre passer aujourd'hui, là. On a dit, Kabila a-t-il vendu la RDC? C'est un titre que j'ai vu passer aujourd'hui. Donc, l'idée ici, c'est que on a vendu le Katanga aux Américains. Et ça, la population n'aime pas beaucoup ça. Alors, si on dit qu'on leur a donné un contrat de partage de production pendant 10 ans, 15 ans, d'accord, c'est qu'au bout de 15 ans, ils vont nous libérer le pays. Mais, quand c'est une concession de 99 ans, là, la population... Alors, donc, il y a cette idée de vendre le pays. La concession aliène
une partie du territoire national. Et ça, les populations n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. De savoir que un pays étranger, par le biais du droit, occupe nos terres ou arrache nos terres. Parce que là, on ne regarde même plus qu'il y a un acte juridique. On voit la perception, c'est qu'on a perdu cette partie du territoire. Donc, ça devient très sensible. Donc, la concession a ce défaut-là, que les populations ont cette perception qu'ils ont perdu une partie du territoire, une partie des richesses, et pour toute une vie, 99 ans. C'est-à-dire que toute la génération sera effacée, ils ne vont plus rien voir de leur vie. Donc, ça passe mal. Et c'est le premier problème. On voit ici que même si c'est Trump qui venait soutenir, dire à la télé qu'il a fait un bon deal. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que en RDC, là, je parle des révisions, des amendements du contrat du siècle. Je ne suis pas surpris que les populations ont toujours été remontées. Et ces réactions des populations ont poussé le gouvernement à constamment essayer de renégocier cet accord. Donc, on l'a renégocié peut-être 5 fois sous la pression de la population. Jusqu'à le 5e amendement, c'est là où, finalement, dans la répartition, on a donné, je crois, 51% à la RDC et 49% aux Chinois, là où les choses se sont calmées. Donc, le premier problème, c'était celui-là. Le second problème avec la concession, c'est que les montants alloués, les montants qu'on paye souvent à l'État sont ridicules. Alors, vous exploitez au Congo-Brazzaville, vous exploitez le pétrole au Congo-Brazzaville, et puis, dans le cadre d'une concession qui est donnée à ELF, c'est ELF, une concession, et puis, ce qu'on donne annuellement à l'État, c'est 5 000 francs CFA. Alors, lorsque les populations entendent ça, qu'on exploite le pétrole, qu'on lui a donné une concession à ELF, qui exploite le pétrole congolais, et en retour, l'État n'a que 5 000 francs CFA. Donc, c'est des sommes ridicules, et tout ça apparaît aux yeux de la population comme une spoliation de leur richesse. C'est ça qui reste dans la mémoire collective. Donc, les concessions en Afrique semblent être un instrument pour piller les richesses africaines. Alors, donc, quand vous venez, si l'investisseur, quand il vient, s'il veut négocier une concession, vraiment,
Dès le départ, on peut être sûr que c'est une idée qui va très mal passer. Très mal passer. De choisir comme instrument juridique, comme véhicule pour porter son investissement dans un pays, de passer, pays africain, de passer par la concession. Ça passe mal. D'autant plus que n'oublions pas la vocation développementiste reconnue à nos ressources. C'est-à-dire que la perception que les Africains ont de leur richesse, c'est que ça contribue à leur développement. Et donc, la concession semble être le plus mauvais véhicule. Parce que, avec 5 000 francs par an à leur gouvernement, ça n'achète même pas les pampers du bébé. Question? Any query? Alors, troisième point, quelle est la nature du contrat d'État? Est-ce que c'est un contrat international ou un contrat interne? Alors ça, nous avons déjà amorcé la discussion. Alors, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que l'État contractant est fondé à se prévaloir des prérogatives de souveraineté ou de puissance publique pour se dégager des engagements contractuels avec l'investisseur? Parce qu'avec la puissance publique, l'État fait ce qu'il veut. Le jour où il est énervé, allez, il cancelle tout, il arrête tout. Oui, maître Norbert, oui. Allez-y, ouvrez votre micro. Merci beaucoup. Je voudrais réagir au diapo précédent. Les montants de redevances qui sont ridicules. Oui. Vous avez donné quelques exemples. Est-ce que c'est pareil dans tous les pays? Mais, non, bon, c'est sûr que bon, peut-être qu'il y a des concessions qui fonctionnent bien, peut-être là, mais la tendance, en fait, c'est la tendance. La tendance des concessions qui sont pratiquées ou en Afrique, la tendance vraiment n'est pas pour gonfler les caisses de l'État. Ce qui revient, c'est que les concessions vraiment sont un moyen pour piller nos ressources. Dans votre introduction de ce chapitre, vous avez écrit que ce type de contrat constitue des ressources, des moyens de ressources pour les États, pour financer des projets d'investissement. Est-ce que ça n'apparaît pas une contradiction, en fait, que les redevances sont vraiment minimes et négligeables, et pourtant, les États parviennent à financer quelques grands projets à travers des contrats dont nous sommes en train de discuter? Non, mais il y a une façon. Mais celui qui a des problèmes, le contrat qui a des problèmes ici, c'est la concession. Hein. C'est pas tous les contrats que nous avons, c'est pas tous les contrats que nous avons évoqués là. Celui qui nous pose le plus de problèmes, c'est la concession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie suffisante pour ce type de contrat, la concession. Il n'y a presque rien. Donc, en fait, quand on voit même l'évolution même, parce qu'on a dit que la concession, c'est comme un contrat qui est aujourd'hui démodé. Il est démodé à cause de ses résultats. Et pour essayer de corriger, on a davantage opté pour le partage des productions 50-50. C'est-à-dire gagnant-gagnant. Merci, je vais m'arrêter ici pour le moment. D'accord. Alors, la nature
le contrat est-il rattaché à l'ordre juridique de l'État contractant ou à un autre ordre juridique? On a débattu un peu. Le contrat est-il de droit public ou de droit privé? Alors, ce sont des questions, ça fait l'objet vraiment de beaucoup de débats, beaucoup de discussions, déjà au niveau de la doctrine, mais aussi sans doute devant les tribunaux. On va voir en l'examinant, c'est un code africain, notamment le code pétrolier du Sénégal. S'il vous plaît, prof, Oui. Rebondissant dans la suite de la demande d'Olivier, hein, j'aimerais éclaircir un peu quelque chose qui me... J'aimerais poser une question Oui. par rapport au code minier congolais, parce que le code minier congolais, il n'y a pas que les multinationales, il y a beaucoup de sociétés congolaises qui ont des titres et des droits miniers, hein. Il y en a qui sont allés, qui ont un peu de moyens, qui ont pu aller jusqu'au niveau des permis d'exploitation et détiennent des permis d'exploitation. Alors, ces gens, généralement, comment ils font? Soit ils commencent du néant, ils se rendent au cadastre minier ou bien ils se rendent au centre de recherche minéralogique et géologique qui est rattaché au ministère de la Recherche scientifique. Ils demandent une étude une étude de recherche-localisation d'un site, hein, ou bien une concession qui a des indices sérieux, hein, de ressources minérales. Alors, le CRGM lui fait cette petite étude généralement qui comprend entre 18 et 25 pages et qui signe que, bon, voilà, on a localisé, hein, des concessions, hein, sur tel territoire et autres. Et on a des indices, hein, au regard de notre base de données minéralogiques et géologiques, puisqu'il y a une base de données minéralogiques et géologiques nationale. On a des indices sérieux qu'il y a des substances à tel endroit ou tel autre endroit. D'ailleurs, dans le voisinage, il y a telle société qui exploite déjà, ainsi de suite et tout. Maintenant, vous pouvez partir en mission avec les géologues du centre de recherche, OK? Et aller maintenant faire la reconnaissance de terrain et tout cet aspect-là. Vous vous êtes pas encore adressé vraiment à l'administration minière, hein? Les gars, ils font toute cette reconnaissance, hein, à titre de prospection, reconnaissance géographique, géolocalisation, délimitation de périmètre et tout. Maintenant, vous rentrez en ce moment, ils constituent le dossier. Après, vous obtenez un permis de recherche et puis ensuite, ça vous donne droit quand même à un permis d'exploitation. Si vous faites l'étude de faisabilité détaillée, vous soumissionnez, vous répondez aux conditions, on vous donne. Maintenant, on vous attribue une concession. Logiquement, les carrés miniers, ce sont des concessions parce qu'en ce moment, le gars, il ne paye que les redevances sur les superficies qu'on lui a données à titre de carré minier. Il paye des redevances annuelles sur ces carrés miniers. Et puis, qui sont faibles généralement, hein? Oui, oui, généralement faibles. Maintenant, il va maintenant faire, par exemple, une syndication financière avec d'autres entreprises, d'autres investisseurs, maintenant pour passer à l'exploitation. C'est en ce moment-là, en créant la joint venture d'exploitation, que l'État obtient 10%. L'État obtient 10%, mais les 90% sont partagés entre la société qui détient le titre et ses associés financiers qui ont apporté finance et technologie pour exploiter la chose. Mais c'est quand même très populaire en RDC. Et tout à l'heure, vos critiques sur la question de concession m'interpellent quand même. Alors, bon, maintenant, ça reste quand même un bon problème. Comment l'État doit faire
ne plus attribuer ça? Est-ce qu'il faut que l'État attribue tout le... encore faut-il qu'il arrive à identifier tout ce qui est concession minière, site minier ou gisement, et le verser dans le patrimoine de ces établissements publics comme Gécamine, Sokimo, etc. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un privé qui a pris l'initiative, qui a localisé son site et qui a suivi le processus et qui a obtenu son droit minier, comme en ce moment, que faut-il faire? Est-ce que l'État a un autre choix? Je ne pense pas que l'État n'a pas de choix. L'État sera obligé de se contenter des redevances et puis après attendre que la société joint venture d'exploitation soit mise en place pour qu'il touche ses 10%. Bien, vous voyez que la critique est plus, quand on parle de l'aliénation, elle est plus adressée à l'étranger. C'est l'étranger, c'est plus l'étranger qu'on a du mal à venir prendre un morceau de notre pays. Le problème, c'est souvent l'étranger, de non national. Ouais. Donc, mais le processus que je vous ai expliqué, mais oui. les Chinois ont fait carton dedans hein, ces 2 dernières décennies. Hein, les Chinois et un peu les Indiens aussi, qui se sont fait octroyer beaucoup de titres sur des concessions, carrément. Donc là, on n'est plus dans la question de joint venture. Donc voilà quoi. L'État se contente de 10% quand il commence l'exploitation et puis des redevances. Mais vous dites bien que se contente. Alors, est-ce que l'État est là? Et là, on est sur le deuxième grief, à savoir que la quotité est faible. La quotité est faible. C'est la deuxième critique. Donc c'est une réflexion que j'ai suggérée dans le groupe. Hein. Je me dis peut-être que je peux avoir l'éclairage du prof et de l'auditoire. Ça peut déboucher à une piste de avec les réforme. Nationaux, avec les nationaux, il y a toujours l'État qui a trouvé une politique avec les nationaux. Bon, l'État n'est pas très strict. Il n'est pas très demandant avec les nationaux parce qu'il faut leur faciliter l'entrepreneuriat. Il faut leur faciliter les choses. Donc, l'État, il est moins disant envers les nationaux. Ça, on comprend. C'est une politique de promotion des entreprises nationales. Mais quand il s'agit des étrangers, ce n'est plus la même chose. Alors, si l'État peut accepter de perdre parce que c'est les nationaux, s'il peut accepter de gagner très peu ou de se contenter, comme vous le dites, des redevances qui sont faibles, si l'État peut se contenter de cela avec les nationaux, pourquoi? Parce qu'il veut promouvoir les entreprises nationales, mais il n'aura pas la même attitude à l'égard des entreprises étrangères. Et là, on peut être très critique envers lui s'il ne reçoit rien ou presque des entreprises étrangères. On va dire à l'État qu'il contribue à piller les ressources du pays. Il donne gratuitement les ressources du pays. Donc, je pense que si on en tient à ce truc, ça veut dire qu'il faudrait quand même que l'État mette une balise de discrimination quand même hein, positive à ce niveau, que cette procédure-là où vous partez du néant et vous obtenez des concessions minières est réservée à des sociétés à capitaux majoritairement nationaux. Et puis, bon, les autres qui sont totalement étrangères jouent d'un autre régime hein, de trucs peut-être. Mais sinon, Moi, pour je crois l'instant, que c'est tout à fait ce niveau, moi, ouvert. je Hein. dis que c'est la première réaction, mais ça mériterait, à mon sens, une plus grande réflexion. Parce que si on prend un pays comme le vôtre, un pays comme le vôtre qui veut se développer à partir de ses richesses, c'est sûr que l'État, hein, la stratégie serait justement de tirer le plus gros des revenus de l'État de ces richesses-là. Et donc, Ouais.
Et donc, réévaluer, on réévalue tous les mécanismes qui sont à l'œuvre, notamment celui-là. Est-ce que ce modèle contribue jusqu'à quel niveau il contribue aux recettes de l'État? Est-ce qu'il est satisfaisant fiscalement? On peut regarder. Ou est-ce qu'on peut aller puiser? Est-ce qu'on peut réformer les modalités d'attribution des concessions pour que l'État gagne plus? Exact. Bon, j'avoue que si c'est moi qui gérais ce secteur-là, ben c'est comme ça que je réfléchirais. Est-ce qu'on peut faire plus d'argent pour redonner à mes populations? Parce que je veux tout cet argent pour redonner à ma population. Absolument. OK, prof. Donc, le sujet mérite une réflexion approfondie. Oui, je pense. On va continuer à... je pense. De mon point de vue, je pense. Je pense qu'il faudrait y réfléchir encore. Il faudrait approfondir la réflexion, surtout qu'il faut donner les moyens à l'État. Il faudrait que l'État ait plus, que l'État tire beaucoup d'argent, assez d'argent pour s'occuper de la population et du développement du pays. Donc les cadeaux miniers là, voici fait la fin de la récréation pour les cadeaux miniers, surtout aux étrangers. OK, prof, merci. Ben oui, avec les étrangers, on fait le business. Vous m'avez parlé des Canadiens avec Kilomoto, cette association où ils vendent les pailles, ils font les affaires. Ils viennent s'enrichir, ils viennent faire les affaires. Ils vont pas venir, les étrangers ne vont pas venir faire des affaires, gagner de l'argent, et puis le pays, lui, il n'a rien. Mais non, on est dans les affaires. On est dans les affaires, ils gagnent de l'argent, le pays gagne de l'argent aussi. Alors, et puis, un jour, votre président, c'est vrai que c'était un peu en politique, il se promenait là-bas au Katanga en meeting, et puis il a dit que les gens viennent pauvres en RDC, ils rentrent riches. Les gens viennent pauvres, ils rentrent riches, alors que l'État, lui, il est pauvre. Voyez-vous? Mais non, c'est une aberration. C'est ça. Hein. C'est une aberration et puis il y a une mafia bien huilée qui est installée avec des ramifications à l'international. On n'a eu aucune idée. Oui. Et moi, parce que moi, je pense, moi, c'est la critique que je fais aux pays miniers africains, et notamment à mon pays, le Cameroun. Moi, c'est la critique que je fais. Parce que je constate que nos États, c'est plus les fonctionnaires et tout ça. Et non, on doit changer, c'est les fonctionnaires, c'est les papiers, c'est la paperasse, tout ça, c'est bien, c'est pas mauvais tout ça. Mais de mon point de vue, on doit changer l'attitude, on doit avoir des États qui font le business. On doit avoir des États qui font les affaires. C'est dur, prof. Quand je prends la Sokimo, hein, société de Kilomoto, qui a donné un de ses gisements à Barrick pour faire Kibali Gold. Okay? Quand on nomme un jeune qui vient de finir sa licence en mathématiques, il a 26 ans, il n'a jamais travaillé, il était peut-être superviseur de rayon dans un supermarché, et puis boum, il est directeur général de Sokimo. Il a 80 titres miniers dans son coffre-fort. Et le gars, il est là, il tourne les pouces, même payer les 10% que Kibali Gold doit payer, il connaît des arriérés de paiement. Et tout, on dit que le problème, c'est pas
C'est ce que je vous disais tantôt. Ça dit qu'on nomme des gens pour des affinités et des coteries liées à l'obédience politique, liées au clan et aux tribus, et puis on met le critère de loyauté en avant, et si bien que, bon, voilà, on confie la direction de ces grosses sociétés qui auraient pu générer suffisamment de revenus pour nos États à des gens comme ça, hein, qui n'arrivent pas à faire piloter la machine. C'est ça un peu le drame. Bon, merci, prof. Je rêve toujours d'être politicien, moi. Hein. Je rêve d'être politicien parce que ça, c'est mon plus grand rêve d'être politicien parce que j'ai envie d'aller. Je rêve ce pays-là où je vais aller au Parlement, où je vais aller bagarrer avec eux au Parlement pour leur dire mais non, écoutez, on ne va plus faire les choses comme ça. On ne va plus faire les choses comme ça. Et vous allez être tropicalisé, ne vous inquiétez pas, prof. Non, mais je t'assure que mon plus gros rêve, c'est d'être politicien dans mon pays, le Cameroun, pour aller leur dire que, écoutez les gars, non mais écoutez les gars. La réalité, les us et les coutumes vont vous tropicaliser. Non, mais parce que, non, mais écoute, parce que alors non, bon, c'est vrai que au niveau politique, c'est trop compliqué là, c'est compliqué, mais ce qui est au moins intéressant, alors j'ai pris par exemple le cas du le code pétrolier sénégalais, mais les débats dans ce code, c'était très intéressant. Macky Sall et Sonko, qui aujourd'hui, les débats étaient terribles sur le nouveau code pétrolier sénégalais, où Macky Sall, Sonko accusait Macky Sall de brader le pétrole sénégalais. Et le gouvernement répondait que non, le pétrole sénégalais est en de bonnes mains. Donc, bref, autour du code, on se chamaillait sur comment on gère notre pétrole, comment on gère nos mines. Et ça c'est intéressant. Parce que ce que nous soutenons, nous, on a envie de dire que non, mais écoutez, l'exploitation de nos mines là doit profiter à nos populations. Donc, moi, en tant que politicien, c'est comme ça que je veux me positionner. Je vais me positionner dans tout le tralala pour leur dire que non, écoutez, moi, je viens défendre une seule chose dans votre Parlement. Ce que je viens défendre là, c'est que quand on exploite les mines là, il faut que notre peuple en profite. Il faut que notre peuple soit heureux. Alors, quand je vois, on a vu avec les photos que vous nous avez montrées là, mais voilà voilà le genre de retombées qu'on voudrait voir pour nos populations. Cette transformation infrastructurelle du niveau de vie des populations. On voudrait que l'exploitation de nos sous-sols conduise à ce type de résultat-là et à l'échelle nationale, que ce soit tout le pays qui ressemble à ces photos. Donc, voilà le combat politique. Voilà le combat politique que nous voulons mener. C'est vrai que ce n'est pas facile et tout ça, mais au moins on pense à ça. Et donc, on fasse les affaires. Alors, j'ai pris l'exemple du président américain qui allait signer des contrats avec Boeing. Mais j'ai vu également Lula dans sa première présidence. Lula
Lula du Brésil, il allait de pays en pays pour vendre les produits, de son pays, et les produits et services, pour négocier les parts de marché pour les entreprises brésiliennes à travers le monde. Donc, le sommet de l'État, ce n'était plus seulement le lieu où on fait les discours, mais c'était un lieu de commerce, où on fait le business. Donc, dans la culture, c'est ce que je pense, il faut une culture d'affaires, de business. Parce que pour résoudre les problèmes de nos populations, là, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et l'aide au développement ne marche plus. Les pays riches ne donnent plus rien. Et donc, on doit se tourner vers les affaires. Alors, donc, on a fait 2 points. Il est presque l'heure déjà, donc on ne va pas faire le point 3. On va se retrouver demain autour du point 3. On va finir demain, en tout cas. On va finir demain, en tout cas. Le point 3, c'est la nature du contrat d'État. Alors, il nous reste encore 15 minutes de débat. Questions? Alors, on n'a pas entendu Marie-Josée, on n'a pas entendu Pulchéry, on n'a pas entendu Pacom. Alors, Maître Pulchéry. Marie-Josée. Oui, moi je suis là. Hein. Je cherchais. Oui. Vous n'êtes pas que simple spectateur, Marie-Josée. Non, du tout pas, du tout pas. C'est tellement limpide que. Donc c'est un peu ça. Oui. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Là, on touche vraiment à la vie de nos, la vie de nos économies. N'est-ce pas? La vie de nos économies. Alors, dernier commentaire, Konzi, Norbert. Ben, j'ai pas de tous mes commentaires, on en a débattu hein, tout à l'heure. Ouais. En gros, on en a débattu. Ce que je voudrais dire, il faudrait aussi que nous intégrions dans nos pensées la coopération et le développement sud-sud, hein, surtout dans le secteur minier. Surtout dans le secteur minier. Donc, autant que les États occidentaux viennent négocier de partenariat économique et de développement avec les pays miniers africains, autant un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de cuivre, de cobalt et de lithium, peut aussi venir négocier un partenariat avec la RDC pour avoir à développer une société minière au Congo. Donc, parce que pour l'instant, quand on parle
d'investissement dans le secteur minier, on a l'impression que c'est l'Afrique et l'Afrique attend l'Asie et l'Occident. Tout à fait. Tout à fait. On ne pense pas que non, l'Afrique peut attendre l'Afrique aussi. Donc, tu vois quoi. Et c'est tout le sens de la ZLECAf. Oui, oui. Et le point d'autant plus pertinent que au niveau du commerce international, on sait, les pays africains sont unanimes qu'on est discriminé. Qu'on est discriminé, qu'on n'a pas de place, qu'on nous ferme les portes des marchés internationaux. Et cette frustration africaine, continentale africaine, va être à l'origine de la ZLECAf. C'est-à-dire qu'on intensifie le commerce entre nous. C'est-à-dire, au lieu que moi, Cameroun, je cherche seulement à faire les affaires avec Bruxelles, je devrais plus être intéressé à faire les affaires avec la RDC. La RDC vient acheter la RDC vient acheter la banane chez moi, et puis moi, je vais à la RDC acheter l'électricité. Donc, on n'exclut pas le commerce avec les nations non africaines, mais on développe le commerce entre pays africains. Ce serait une bonne idée, une bonne chose, le développement sud-sud. Ça commence d'abord par le sud et puis après Et puis il y a l'idée de solidarité africaine qui est intrinsèque entre nous. Lorsque nous parlons entre nous, nous nous regardons d'abord comme des frères. Nous nous regardons comme des frères. Même si nous sommes de nationalités différentes, mais en africain, on se regarde d'abord comme des frères. Et donc, quand on traite avec un frère, il y a cette souplesse. Il y a cette souplesse. Donc, c'est le seul commentaire qui me restait, c'était de voir que dans les discussions, on intègre également cet angle de vue-là, l'idée que bon, les pays miniers africains peuvent aussi attendre d'une coopération sud-sud en termes de développement et de mise en valeur de leurs ressources naturelles. Voilà, c'était ça. Merci. Je vous en prie. Alors, il est 12 heures. S'il n'y a plus de réaction, on va se séparer en se donnant rendez-vous demain pour la suite et la fin du cours. Allez, merci et à demain. Merci, professeur. À demain. Je vous en prie. Ouais.